Chers toutes et chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques points qui sont en relation avec la communication scientifique, à savoir qu'est-ce que c'est une communication scientifique, comment participer à un colloque, comment rédiger une proposition de communication et comment élaborer, voire présenter une présentation PowerPoint. Qu'est-ce que c'est une communication scientifique? Une communication scientifique, tout d'abord, est une intervention devant les pairs sur un sujet de recherche précis, entre parenthèses théorico-pratique. C'est-à-dire que la communication scientifique est une présentation devant les pairs, c'est-à-dire devant les gens ou bien des spécialistes du domaine en question, à savoir des spécialistes, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants, et de préférence que cette communication scientifique soit une communication théorico-pratique, c'est-à-dire doit comprendre une partie théorique, une partie pratique. Certes, il y a des communications qui sont purement théoriques, mais il est recommandé de présenter une communication qui est théorico-pratique, c'est-à-dire qui jumelle la théorie et la pratique. La communication scientifique doit se faire soit en présentiel, soit à distance. Donc, comme vous le savez, après l'avènement de la Covid-19, du coronavirus, beaucoup de colloques s'organisent désormais d'une manière à distance ou bien d'une manière hybride, c'est-à-dire soit en présentiel, soit en distanciel. Donc, l'intervenant, bien le participant à ces colloques, a l'embarras du choix. Donc, c'est à lui de choisir soit de participer d'une manière présentielle, soit de participer d'une manière distancielle. La communication scientifique peut être soit nationale, soit internationale. Donc, il y a ce qu'on appelle des colloques nationaux qui sont organisés sur le territoire national, bien évidemment. Il y a également des colloques internationaux qui sont organisés soit sur le territoire national, soit à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du territoire national. Donc on peut également avoir des colloques internationaux, mais qui sont organisés en Algérie. D'accord? Et généralement, la différence entre un colloque national et international, lors surtout du recrutement pour devenir enseignant universitaire, donc il y a des points supplémentaires quand on participe à un colloque international qu'à un colloque national. Donc toujours, il y a une différence générale de 2 points ou plus par rapport au colloque national. Donc toujours le colloque international est est bien estimé et bien valorisé par rapport au colloque national. Voilà. Mais n'empêche de participer aux colloques nationaux, bien sûr. La communication scientifique se fait soit individuellement, soit en binôme. Donc, le participant peut décider de communiquer soit d'une manière individuelle, soit d'une manière collaborative, en travaillant, bien en présentant le contenu de sa communication avec un autre, avec un binôme. Que doit-on faire pour participer à un colloque? Et quelles étapes suivre? Donc, pour participer à un colloque, le chercheur doit lire d'abord l'annonce ou bien ce qu'on appelle l'argumentaire du colloque, qu'il trouve souvent sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou bien sur LinkedIn, ou bien même sur des sites spécialisés dans lesquels on trouve beaucoup d'appels à communication, comme le site Calenda, qui est très 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 connu. Le chercheur doit élaborer une proposition de communication dont le sujet s'inscrit pleinement dans la thématique du colloque dans l'un des axes proposés. C'est-à-dire, pour communiquer ou bien pour participer à un colloque, le chercheur doit élaborer une proposition de communication que nous allons bien sûr expliquer en détail juste après. Donc, le sujet ou bien la thématique que le chercheur doit aborder pour participer au colloque doit être en relation avec la thématique du colloque. Donc, doit être en lien avec le thème proposé par le colloque. Donc, pour éviter le hors-sujet. Une fois accepté, le chercheur doit préparer une intervention, c'est-à-dire une présentation de 10 minutes, généralement, ou bien voilà, qui est entre 10 à 20 minutes. Donc ça dépend, mais généralement c'est des minutes
appuyé de préférence par une présentation PowerPoint. Donc, il faut éviter de présenter d'une manière orale sans utiliser un support de présentation comme PowerPoint. Donc, il y en a qui préfèrent présenter d'une manière classique sans usage de PowerPoint ou bien d'un autre outil numérique de présentation. Voilà, mais de préférence, il faut utiliser PowerPoint. Exemple d'une annonce de colloque. Voilà, donc une annonce de colloque doit contenir bien sûr une page de garde. Sur la page de garde, il y a plusieurs informations qui apparaissent. Nous avons par exemple, à partir de la page de garde, nous pouvons comprendre ou bien nous pouvons savoir l'université qui organise le colloque, le lieu et le pays. Nous pouvons également avoir des informations sur le domaine euh, de ce colloque, le titre de ce colloque, la date de la tenue du colloque, le thème général du colloque, les présidents, bien le président du colloque, à savoir les présidents d'honneur et le président du colloque, et les co-présidents aussi. Donc, on trouve ce genre d'informations sur la page de garde de l'annonce du colloque. Ensuite, nous aurons l'argumentaire. Donc, l'argumentaire sert à expliquer davantage la thématique du colloque en donnant des informations sur, la thématique ou bien le thème choisi dans ce colloque. Par exemple, ici, nous avons un thème relatif à l'intelligence artificielle. Donc, dans l'argumentaire, on parle de l'intelligence artificielle, etc. Après, nous aurons l'objectif ou bien les objectifs du colloque. Donc, ici, on explique ou bien on donne la visée ou bien la finalité de ce colloque. Donc, par exemple, ce colloque vise à, ou bien ce colloque a pour objectif de, etc. Après les objectifs, nous aurons les axes de colloque et c'est le point le plus important. Donc, chaque colloque propose des axes de colloque qui se forment de plusieurs sous-thèmes ou bien sous-thématiques que chaque chercheur ou bien que chaque participant doit choisir. Donc, chaque participant doit situer sa communication scientifique dans l'un des axes proposés. D'accord? Et cet axe est à mentionner dans la proposition de communication. Je vais après vous expliquer cela. Donc, chaque chercheur doit bien sûr choisir un de ces axes euh, voilà, pour situer sa thématique qu'il compte présenter lors de ce colloque. Après les axes de colloque, nous aurons le comité scientifique, composé bien sûr de différents chercheurs, et le comité d'organisation, c'est-à-dire les gens qui vont organiser l'événement, le colloque, que ce soit des étudiants, des enseignants, des chercheurs, etc. Et après, nous aurons aussi les consignes et les modalités de soumission. Donc ici, on précise comment participer à ce colloque. Par exemple, il faut que le participant rédige une proposition de communication qui ne dépasse pas les 450 mots, qu'on vous voit ici. Euh, cette proposition de communication doit contenir, par exemple, le nom de l'auteur, l'affiliation, le statut, l'université de rattachement, le laboratoire de rattachement, l'email professionnel, les références bibliographiques, etc. Euh, et aussi comment le participant doit s'inscrire ou bien participer à ce colloque, par exemple en envoyant sa proposition de communication via email, donc on leur donne ou bien on lui donne l'adresse mail, ou bien en s'inscrivant sur un lien, donc on lui donne ici le lien aussi d'inscription. Donc ce sont des détails expliqués et donnés dans cette étape. Après, nous aurons publication. Parfois, donc, après chaque
organisation d'un colloque, il y a une publication, ce qu'on appelle une publication des actes de colloque. Après, nous aurons le calendrier. Donc, le calendrier comporte les différentes dates, et ce sont des dates bien sûr très importantes. La première date, généralement, c'est la date de lancement de l'annonce du colloque. Après, nous aurons également la date limite, la date de notification pour informer par exemple les participants est-ce que leur communication a été, ou bien leur proposition de communication ont été acceptées ou non. Et aussi, on aura également la date de la tenue du colloque qui est toujours à la fin du calendrier. Après le calendrier, nous aurons aussi les langues du colloque. Donc, les colloques généralement, ou bien les organisateurs du colloque, précisent les langues de communication, à savoir le français, l'anglais, l'arabe, et parfois on trouve une seule langue de communication. Parfois on trouve deux langues, parfois on trouve plusieurs langues. Comme vous voyez ici, on a plusieurs langues, français, anglais et arabe. Après, on trouve les références bibliographiques, mais parfois aussi, juste avant les références bibliographiques, on pourra aussi trouver des tarifs. Il y a aussi des colloques qui sont payants et on demande aux participants de payer une somme d'argent, par exemple 10 euros, de 20 euros, 50 euros pour participer au colloque. Que doit contenir une proposition de communication? Donc, une proposition de communication doit se composer de plusieurs points, ou bien de plusieurs parties. La première partie, c'est l'intitulé de la communication. Donc, l'intitulé ou bien le thème de la communication doit être court, précis et accrocheur, c'est-à-dire attirant. Des informations personnelles du communicant. Donc, on doit mentionner le nom, le prénom, le statut. Est-ce que je suis doctorant? Est-ce que je suis enseignant-chercheur? Est-ce que je suis masterand? Et après, on doit mentionner également l'université de provenance. Alors, l'université euh, de Bjaya, de Paris, d'Adrar, etc. Après, on doit mentionner également le laboratoire de rattachement, bien de recherche, et l'email professionnel de préférence. Donc, il faut éviter l'email personnel. Troisièmement, il faut également rédiger un résumé de la communication, plus les mots-clés. Le résumé doit contenir bien sûr le contexte de l'étude, le public cible, la problématique, la méthode et les résultats. Généralement, le résumé ne dépasse pas les 500 mots, d'accord? Il doit être rédigé comme les résumés, par exemple, comme un résumé d'un article ou bien le résumé d'un mémoire. C'est la même chose, hein. Il n'y a pas une différence. Quatrièmement, il faut mettre quelques références bibliographiques de l'étude suivant, bien sûr, le style APA. 2, 3, 4, voire 5 références bibliographiques. Donc, il ne faut pas dépasser les 5 références bibliographiques dans une proposition de communication. Je vais vous montrer maintenant un exemple d'une proposition de communication que vous pouvez bien sûr suivre. Voilà, donc sur la proposition de communication que j'ai rédigée pour participer à un colloque international en Algérie. Donc, il faut mettre tout d'abord en haut, il faut mettre le type du colloque. Est-ce que c'est un colloque national ou international? Donc, ici, il s'agit d'un colloque international. Entre parenthèses, je mets la date de la tenue du colloque. Après deux points, je mets l'intitulé du colloque. Ensuite, je mets l'intitulé de la communication, de ma communication. Donc ici, j'ai mis comme intitulé le ChatGPT et la rédaction scientifique, une nouvelle piste à explorer. Après mon intitulé, je mets mon nom et mon prénom, plus quelques informations personnelles, c'est-à-dire je suis doctorant à l'université de Bjaya, affilié au laboratoire l'AUNEM et membre du projet PRFU. Et après, je donne mon adresse mail professionnelle. Après mon adresse mail professionnelle, je reviens maintenant à l'axe du colloque. Comme on a vu tout à l'heure dans l'annonce du colloque, il y a toujours des axes de colloque qu'on doit choisir et qu'on doit situer notre thématique par rapport
à cet axe de colloque. Donc ici, j'ai choisi, moi par exemple, j'ai choisi le 7e axe qui s'intitule l'usage de l'IA en soutien de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Donc, comme vous voyez, mathématiques proposées est en relation directe avec la thématique proposée lors du 7e axe du colloque. C'est pour ça qu'il faut le mentionner dans la proposition de communication. Si vous choisissez notre axe et que votre intitulé de communication n'est pas conforme ou bien n'est pas en relation avec l'axe choisi, votre communication, bien votre proposition de communication va être rejetée, c'est-à-dire ne va pas être acceptée. Après l'axe de colloque, vous allez bien sûr mettre le résumé de votre communication. Donc le résumé, comme vous voyez ici, un résumé avec les mots-clés. Il ne faut pas dépasser les 5 mots-clés. Après, vous devez mettre des références bibliographiques, 2, 3 références bibliographiques. Que doit contenir une présentation PowerPoint de communication? Donc, une fois que votre proposition de communication est acceptée, vous êtes censé, bien vous serez censé élaborer ou bien réaliser une présentation PowerPoint dans laquelle vous allez bien sûr mettre le contenu de votre présentation, de votre communication scientifique. Alors, la présentation PowerPoint, ce qu'on appelle également, bien en abrégé, on l'appelle PPT, doit comprendre premièrement une page de garde. Donc sur la page de garde, bien sûr, vous devez mentionner l'intitulé du colloque, vous devez mentionner votre intitulé, l'intitulé de votre communication. Vous devez également mettre votre nom et prénom, plus votre statut. Est-ce que vous êtes docteur, enseignant-chercheur, doctorant, etc. Deuxièmement, vous devez mentionner le plan à suivre, c'est-à-dire le plan de votre communication. Par exemple, premièrement, nous allons commencer par une introduction générale. Deuxièmement, nous allons présenter le cadre théorique de l'étude. Après, nous allons présenter la méthode de l'étude. Après, nous allons présenter les résultats, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan à suivre. Troisièmement, il faut rédiger une introduction, bien présenter une introduction sous forme d'une phrase d'accroche, présentation et contextualisation du sujet traité, problématique et hypothèse. Donc dans l'introduction, vous devez bien sûr attirer, accrocher les gens, puis vous allez présenter votre thématique en la contextualisant, et puis vous allez bien sûr lancer ou bien poser la question principale de votre étude avec des questions secondaires et des hypothèses, bien sûr. Quatrièmement, un cadre théorique. Donc, le cadre théorique doit contenir, bien sûr, des définitions, des citations, des modèles théoriques, etc. Cinquièmement, méthode exploratoire. Donc, dans la méthode exploratoire, nous allons expliquer, ou bien nous allons parler des participants qui vont donc par exemple des étudiants, des apprenants qui participent à l'étude, etc. Euh, Nous allons également parler du matériel expérimental, c'est-à-dire les outils que j'ai utilisés pour mener mon expérimentation. Par exemple, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai utilisé des manuels scolaires, j'ai utilisé la plateforme Moodle, j'ai utilisé voilà, des supports textuels, etc. Et après, je vais aussi parler de la procédure. La procédure, c'est-à-dire ce sont les étapes de mon expérimentation. Donc, vous devez bien sûr parler de comment vous avez procédé, comment vous avez mené votre expérimentation. Sixièmement, le cadre pratique. Donc, dans le cadre pratique, nous allons bien sûr présenter et analyser les résultats de l'étude. Et à la fin, nous aurons une conclusion. Dans la conclusion, nous allons bien sûr présenter un bilan synthétique, un bilan général, plus nous allons parler des limites de notre étude. Et enfin, on pourra terminer par des suggestions, des propositions. À la fin, bien sûr, nous allons présenter quelques références bibliographiques, donc 5 références, pas plus. Et puis, nous allons remercier le public en une seule phrase en disant par exemple merci pour votre attention. Voici un exemple d'une présentation PowerPoint d'une communication scientifique. Voilà. Donc nous avons
Donc, moi, personnellement, j'ai réalisé cette présentation avec Canva. Et après, je l'ai mise dans un moule ou bien dans un fichier PowerPoint. D'accord? Donc ici, sur la page de garde, nous voyons l'intitulé du colloque, qu'il s'agit d'un colloque national hybride. Dans l'intitulé, voilà l'implicite et le malentendu dans les usages particuliers de la langue française en Algérie, etc. Après, je mets au centre mon intitulé, l'intitulé de la communication, de ma communication, voilà, qui apparaît bien sûr avec un caractère volumineux par rapport aux autres points, puis aux autres éléments. En dessous de mon intitulé, je mets mon nom et mon prénom, ou bien le nom et le prénom des communicants. Donc ici, j'ai réalisé cette communication avec un binôme. Donc, je mets également son nom et son prénom. Et après, on met également le statut. Donc, je suis doctorant en didactique du FLE à l'université de Bjaya. Mon binôme est doctorant aussi. Voilà. Et après, de préférence, il faut mettre aussi quelques symboles euh, de l'université et du laboratoire de rattachement. De préférence, il faut mettre les symboles en bas, comme ici, pour une bonne organisation de la page de garde. Après la page de garde, comme je vous ai dit tout à l'heure, on mettra le plan de la communication, donc, c'est-à-dire les points que nous allons aborder juste après, introduction, cas théorique, problématique, méthode exploratoire, etc. Pour l'introduction, donc, comme vous voyez, il ne faut pas charger la diapositive, donc il faut mettre juste des points, des phrases euh, en guise d'introduction. Vous pouvez mettre même juste des dates ou bien des points. Voilà. Le cadre théorique, bien sûr, euh, on peut voilà, le présenter ainsi, en mettant par exemple juste des points, ou bien d'aborder chaque point à part, mais juste en mettant quelques passages ou bien quelques citations. Il ne faut pas trop charger la présentation par des passages ou bien des, euh, des passages trop longs. Voilà. Donc il faut juste mettre quelques phrases ou bien quelques citations et comme moi ici, j'ai mis voilà quelques citations, quelques définitions, et surtout en gras pour attirer l'attention du public. Après la problématique, donc il faut la mettre comme ça, voilà, il faut juste directement mettre la question principale de la communication, comme ici, et plus l'hypothèse, c'est ça, c'est-à-dire la réponse provisoire à cette problématique. Ensuite, vous allez traiter de la méthode exploratoire. Dans la méthode exploratoire, on parle généralement des participants, du matériel expérimental et de la procédure. Comme ici, moi, j'ai parlé des participants, c'est-à-dire des étudiants. Voilà, le nombre des étudiants, l'âge des étudiants. Voilà, donc je présente mon public euh, avec qui j'ai travaillé. Matériel expérimental, donc je mets par exemple les outils que j'ai utilisés lors de mon expérimentation. Par exemple, la plateforme éducative Google Classroom, des capsules vidéo, des quiz, un questionnaire final. Donc c'est ce qu'on appelle le matériel expérimental. Après la procédure, donc ici j'explique les étapes que j'ai suivies lors de mon expérimentation. Donc ici, par exemple, j'ai mené une étude euh, expérimentale hybride, en mode hybride, c'est-à-dire elle se compose de deux parties, partie très distancielle et partie présentielle. Et voilà, j'ai expliqué en quelque sorte le déroulement de chaque phase ou bien de chaque partie. La partie distancielle, voilà, nous allons par exemple utiliser Google Classroom, comme vous voyez, et la partie distancielle, plutôt on a utilisé Google Classroom, etc. Et la partie présentielle, nous avons par exemple travaillé en classe en utilisant des supports textuels. La présentation, analyse des résultats, donc de préférence, il faut présenter vos résultats sous forme de graphiques ou bien de schémas ou bien de tableaux, voilà, pour résumer le tout, donc parce que le temps ne va pas vous suffire euh, pour présenter en détail vos résultats. Voilà, donc la présentation des résultats doit se faire comme ça.
Et à la fin, vous avez la discussion et la conclusion. Donc, vous discutez généralement en mettant juste des points et vous allez conclure et discuter comme ça. Donc, par exemple, vous allez confirmer vos hypothèses, vous allez parler de la conformité de votre étude avec les autres études qui ont été menées avant, vous allez parler des limites de votre étude. Par exemple, le nombre des étudiants n'était pas euh, ou bien le nombre des étudiants était limité. Donc, ou bien vous allez parler par exemple des problèmes que vous avez rencontrés. Par exemple, les étudiants ne voulaient pas participer, ou bien vous avez eu des problèmes techniques, vous avez eu des problèmes de connexion, etc. Et après, vous allez aussi donner des perspectives de recherche, ce qu'on appelle des suggestions, c'est-à-dire à la fin de la présentation, il faut quand même laisser la porte ouverte. Il ne faut pas fermer la porte, il ne faut pas fermer le sujet ou bien trancher. Donc, on laisse aussi euh, des pistes, on donne des pistes aux futurs chercheurs, voilà, qui vont bien sûr, qui vont continuer, c'est-à-dire notre recherche, ou bien qui vont aussi apporter, apporter un plus à cette thématique ou bien à cette recherche. Voilà. Après la conclusion, vous allez bien sûr présenter quelques références bibliographiques. Bon, de préférence 5 références. Moi ici j'ai mis 7 références et je pense que c'est trop, donc il faut limiter le nombre de références. Voilà, pour ne pas charger la diapositive. Et à la fin, bien sûr, vous allez remercier le public qui a assisté à votre communication, que ce soit en présentiel ou bien à distance, hein. Donc, il faut toujours mettre un mot à la fin, un mot de remerciement. Alors, je vous donne quelques conseils à suivre lors de la préparation d'une communication scientifique. Donc, ne remplissez pas trop les slides, ce qu'on appelle les diapositives. Il ne faut pas les trop charger par les écrits, c'est-à-dire trop de définitions, trop de choses à dire. Non. Donc, de préférence, il faut mettre juste des points ou bien un schéma. Vous pouvez même utiliser des cartes mentales ou bien des cartes conceptuelles et vous allez les détailler, les élargir. Quand vous allez présenter, bien sûr, vous allez parler en détail de ces points. Donc, mais la présentation ne doit pas être chargée de beaucoup de passages et de textes. Ne mettez pas trop de diapos. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup de diapos parce que le temps ne va pas vous suffire pour présenter toutes les diapositives. Donc, essayez quand même de résumer votre communication et vos diapos. Donc, au lieu de mettre 20 diapositives, il faut mettre 10 par exemple pour gagner du temps, ou bien 15. N'utilisez pas trop de couleurs, surtout les couleurs qui font mal aux yeux. Parfois, les communicants veulent impressionner le public en utilisant beaucoup de couleurs, mais attention, il y a certaines couleurs quand vous projetez votre communication, par exemple, à l'aide d'un data show ou bien si vous communiquez en ligne, vous allez utiliser Google Meet ou Google Zoom ou bien Zoom. Euh, il y a certaines couleurs qui dérangent le public euh, et qui mettent mal à l'aise le public, donc le public ne pourra pas vous suivre si vous mettez certaines couleurs dérangeantes, euh, comme par exemple le rouge ou bien le jaune ou bien je sais pas. Donc il y a certaines couleurs qui font mal aux yeux. Euh, ne rentrez pas trop dans les détails des détails, donc il ne faut pas parler beaucoup des détails de votre recherche, de votre communication lors d'un colloque ou bien d'une manifestation scientifique. Il faut voilà, aborder juste les points qui sont essentiels sans pour autant aller dans les détails des détails. C'est-à-dire, vous allez parler des choses qui sont vraiment euh, qui ne sont pas importantes, voilà, pour le public. Donc, il faut leur donner juste les points essentiels. Alors, chronométrez votre temps et conformez votre présentation au temps qui vous est alloué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des colloques
donne, ou bien dans la plupart des colloques, on donne aux communicants un temps ou bien une période de 10 minutes pour présenter l'essentiel de sa communication. Donc 10 minutes, il faut bien sûr la chronométrer, il faut chronométrer votre temps, même avant la présentation à la maison ou bien chez vous. Essayez de vous entraîner, de faire des répétitions en chronométrant le temps. Voilà, comme ça vous allez voir est-ce que vous avez dépassé les 10 minutes ou pas. D'accord? Donc généralement, on vous donne des minutes pour la présentation de votre communication. Parfois, c'est vrai, on vous donne 15 minutes, parfois même 20 minutes, mais vous allez vous préparer d'emblée à un temps de 10 minutes. Comme ça, vous allez éviter euh, tout blocage ou bien tout risque. Parce que parfois, si vous dépassez les 10 minutes, le président, ou bien le modérateur va vous dire, voilà, vous avez dépassé le temps, vous devez conclure dans une minute, et vous êtes encore au début de votre communication. Là, vous allez vraiment, vous allez vous mêler les pinceaux, vous allez vous perdre et vous n'allez bien sûr pas bien présenter le reste de votre communication. Donc, pour éviter ça, bien sûr, vous devez vous préparer à l'avance, vous devez vous entraîner d'emblée et chronométrer surtout votre temps davantage avant le jour J de la présentation. Soyez logique dans votre présentation. Donc, bien sûr, toute communication, bien toute présentation scientifique doit suivre une logique. La logique, bien sûr, on doit avoir une introduction, un cadre théorique, un cadre méthodologique et un cadre pratique dans lequel on présente les résultats et plus une conclusion. Donc, il ne faut pas bien sûr commencer par la conclusion pour aller vers l'introduction. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut bien commencer par la partie pratique, puis on passe à la partie théorique. Non, donc il faut bien sûr suivre une logique. On commence bien sûr par l'introduction, par la problématique, etc., pour aller vers la présentation et à l'analyse des résultats. Ne faussez pas vos résultats de recherche. Certains chercheurs, à force de vouloir impressionner le public, donc ils faussent les résultats de leur recherche en gonflant le nombre de participants, voilà, en modifiant quelques données pour dire que, par exemple, leur expérimentation a bien fonctionné ou bien marché sur terrain. Alors ça, ce n'est pas bien, voilà, pour un chercheur de fausser ses résultats. Ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit de le faire euh, quand on est chercheur euh, honnête. Voilà, ça touche à l'honnêteté scientifique et à l'éthique scientifique. Voilà, donc il faut quand même, si vous avez mené une expérimentation et que cette expérimentation, on peut dire, n'a pas donné les résultats souhaités, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous pouvez dire ça devant le public que voilà, nous avons mené une expérimentation, mais ça n'a pas marché, donc on ne peut pas confirmer nos hypothèses, on va quand même les invalider. Voilà, on va refuter ou bien on ne va pas confirmer nos hypothèses. Et ça aussi, c'est faisable et c'est logique et c'est accepté. Voilà. Votre communication doit avoir une partie pratique, même si l'expérimentation n'a pas été appliquée. Parler de ce que vous comptez faire en pratique. Donc, parfois, les chercheurs, par exemple, surtout les nouveaux chercheurs, ou bien les nouveaux, surtout doctorants, se demandent comment vais-je communiquer et présenter une partie pratique, alors que moi, je n'ai même pas mené mon étude sur terrain, je n'ai même pas fait une expérimentation sur terrain. Ce n'est pas grave. Vous pouvez, dans une communication scientifique, vous pouvez bien sûr mettre la partie théorique de votre étude et vous allez bien sûr parler de ce que vous allez faire, de ce que vous comptez faire sur terrain prochainement. Par exemple, moi, je veux travailler sur le numérique en classe de FLE avec les étudiants de première année, mais je n'ai pas encore mené mon expérimentation. Bien sûr, dans ma communication, je vais bien sûr parler de ma problématique, des hypothèses,
de la théorie. Je vais définir bien sûr le numérique, etc. Et dans la partie pratique, je vais dire, voilà, je compte cibler les étudiants de première année. Donc, je vais choisir deux groupes de ces étudiants, de 40 étudiants par exemple. Je vais mener une étude comparative. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais par exemple utiliser une plateforme numérique. Je vais bien sûr exploiter la plateforme Moodle, je vais utiliser des questionnaires, etc. Et vous allez parler des étapes de votre expérimentation que vous envisagez mener prochainement, c'est-à-dire votre éventuelle expérimentation. Et ça aussi, c'est faisable et c'est acceptable lors des colloques nationaux, donc, ou bien internationaux. Donc, vaut mieux présenter, c'est-à-dire une, une partie pratique, euh, on peut dire, que vous envisagez euh, réaliser prochainement, mieux que de présenter une communication sans partie pratique, c'est-à-dire une communication purement théorique. C'est-à-dire vous allez juste parler de la théorie. Euh, ça, c'est euh, ça, c'est parfois c'est mal vu. Voilà, c'est mal vu. Donc, on vous demande généralement de parler quand même d'un volet pratique, ce qu'on appelle le volet opérationnel. Voilà. Parlez doucement, prononcez bien les mots, articulez bien, à haute voix et en confiance. Donc, quand vous communiquez, il faut bien sûr parler doucement et sûrement, prononcer bien les mots. Donc, il faut bien les articuler pour que le public puisse comprendre ce que vous dites. Et vous devez bien sûr parler à haute voix et en toute confiance, bien sûr, à haute voix pour que tout le monde puisse vous écouter et pour garder éveiller le public. Essayez de répondre aux questions posées par le public, surtout les questions dont vous connaissez les réponses et ne sous-estimez aucune question, c'est-à-dire il ne faut pas sous-estimer les questions posées par le public. Toute question est bonne. À la fin, bien sûr, généralement à la fin de votre communication, ou bien lors du débat, le public, ou bien les intervenants, les différents intervenants aussi, ou bien même le modérateur, peut vous poser des questions, ou bien une question à laquelle, ou bien auquel vous devez répondre. Si vous connaissez la réponse, bien sûr, vous allez répondre à la question. Si vous ne connaissez pas la réponse, bien sûr, vous allez dire que vous n'avez pas encore cherché ce point, ou bien vous n'avez pas une réponse précise à cette question qui nécessite d'autres recherches à faire. Mais si par exemple quelqu'un vous pose une question si simple et c'est facile et c'est, je sais pas, très basique, il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas la négliger, il faut quand même y répondre. Donc même si la question vous semble basique, très simple, très claire, euh, vous devez quand même y répondre. Vous devez quand même y répondre d'une manière scientifique et professionnelle surtout. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, vous pouvez me les écrire en bas de cette vidéo, dans l'espace réservé à la discussion, et je tâcherai de vous répondre le plus tôt possible. Merci pour votre attention et à très bientôt.